Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Peugeot 205 GTI 1.6 litre de 1990. Les amis, aujourd'hui, un jour à marquer d'une pierre blanche, je teste une 205 GTI, la mythique. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est une Peugeot 205. Vous connaissez tous cette voiture. C'est une machine qui s'est extrêmement bien vendue lors de sa commercialisation. Et d'ailleurs, cette version sport, la GTI, c'est elle aussi extrêmement bien vendue. Et donc maintenant, c'est devenu une voiture mythique. Tout le monde la connaît. Et maintenant, une en bon état devient rare et chère. Aujourd'hui donc, je teste un modèle de 1990 avec la petite motorisation, entre guillemets, c'est un 1,6 litre 115. Et bien sûr, c'est un 4 cylindres en ligne. Mais gardez à l'esprit qu'à l'époque, les voitures étaient très légères. Cette voiture est annoncée pour 850 kg. Donc c'est vraiment des chiffres qui font halluciner quand on remet ça en contexte avec ce qui se vend actuellement, où une voiture en dessous de la tonne maintenant c'est devenu quasiment introuvable. Là on est à 850 kg avec un moteur sport et ça reste une voiture avec la possibilité de prendre 4 personnes sans problème. Donc une autre époque. Et sachez également que ce qui, moi, fait qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, c'est la première fois que je teste une 205 GTI, mais c'est aussi pour moi la toute première fois que je monte dans une 205 tout court. Ça peut sembler hallucinant parce que moi, j'ai 40 ans, donc quand cette voiture est sortie, j'étais tout jeune. Et malgré ça, je n'ai jamais eu l'occasion de monter dans une 205 de ma vie. Ou alors j'étais si jeune que je m'en souviens même pas. Mais c'est une première pour moi. Je découvre la 205 en même temps que je découvre la GTI. Bon, j'ai oublié de le repréciser dans l'euphorie, mais bien évidemment, si je peux vous proposer le test de cette voiture aujourd'hui, c'est grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à faire 3 heures de route pour me ramener ce collector. Donc merci encore à lui. Et je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble de mes abonnés qui me ramènent des véhicules. C'est grâce à vous que la chaîne a autant de diversité. Bon, aujourd'hui, on va faire exactement le même parcours qu'habituellement. Et ne vous attendez pas sur cette vidéo à avoir un rappel de l'histoire complète de la 205. Non, je vais faire comme d'habitude. Je vais découvrir cette voiture et vous donner mon ressenti. Là, je roule avec depuis 30 secondes, comme pour mes autres tests. C'est vraiment une découverte quasi en direct. Donc pour l'instant, nous sommes en centre-ville et ce petit 1,6 litre se comporte très très bien. Pour l'instant, il n'a pas réellement de comportement sport. On peut l'utiliser à très bas régime. Il est plutôt souple, efficace. Mais ce qui trahit son côté sport actuellement, c'est la sonorité. Dès que j'accélère un tout petit peu, on a l'échappement derrière de chez Devil qui fait une très jolie sonorité. D'ailleurs, cette voiture a été restaurée, remise en état, en conformité avec ce qui se faisait à l'origine. Les quelques petites entorses, ce sont bien sûr l'échappement qui est une reproduction de l'échappement d'origine, si je ne me trompe pas, ou du moins reproduction d'un Devil de l'époque. On a les petits déflecteurs juste ici, qui étaient visiblement déjà une option disponible à l'époque, ou du moins un accessoire disponible à l'époque. Et là, c'est une reproduction, bien évidemment. Sinon, globalement, la voiture telle que vous la voyez, avec les feux longue portée devant, les jantes, tout est d'origine. Donc là, c'est du 14 pouces, très jolie jante. Enfin, de nouveau, c'est le modèle un peu iconique sur ce véhicule. Elle est d'origine et elle est en parfait état mécanique, esthétique et aussi bien extérieur qu'intérieur. Bon, comme je vous l'ai dit, on est en centre-ville
Et ce que j'adore avec les voitures de cette époque, c'est qu'on a une parfaite visibilité sur ce qui nous entoure. Les espaces vitrés sont nombreux, on a des montants assez fins, que ce soit devant nous, sur les côtés et même derrière, l'espace vitré est plutôt bon. Donc la prise d'info est excellente. On se sent tout de suite à l'aise. J'adore vraiment ce format de voiture. Vous le savez si vous suivez ma chaîne que moi, ma marotte, ce sont les K-Cars, des petites voitures japonaises d'un format assez compact. Finalement, à l'époque, avec les voitures de ce segment comme la 205 et la Renault 5 ou Super 5, eh bien, on avait des voitures finalement assez proches de ce que j'aime. Des voitures vraiment compactes et avec une habitabilité intérieure vraiment bonne. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, la voiture est d'origine, l'intérieur également, et vous voyez que une des particularités de ce modèle, c'est déjà la plupart des tissus sont rouges et noirs, enfin c'est plutôt un gris très foncé, et on a ces sièges un petit peu baquets. Franchement, j'adore la sensation quand je me mets dedans, j'ai l'impression de tomber un peu dans la mousse, et ensuite je suis englobé par les côtés, c'est hyper agréable. Et les sièges n'ont pas été restaurés, ils sont d'origine et franchement la finition est dingue. C'est doux au toucher, c'est hyper agréable et on retrouve le même tissu sur la banquette arrière. Après bien sûr, il n'y a pas que des bons côtés, hein. Les bons côtés c'est le côté sport du siège, bien enveloppant et joli. Après c'est à l'ancienne, donc il n'y a bien sûr aucun réglage électrique. Tout est manuel, on peut régler bien sûr la distance par rapport aux pédales, on peut régler l'inclinaison du dossier via la petite molette sur le côté et ensuite vous pouvez rabattre les sièges pour accéder aux places arrière. Mis à part ça, il n'y a pas de réglage par exemple en hauteur. De nouveau c'est un peu à l'ancienne, mais la voiture est tellement bien conçue et on a tellement d'espace vitré que on ne se retrouve pas comme sur les voitures modernes avec l'obligation de monter les sièges très très haut pour réussir à voir à travers les vitres. Là, on voit très bien qu'on soit grand ou petit, on trouvera comment se mettre dans cette voiture. Bon, le propriétaire me disait qu'à l'époque, sur les GTI, il y avait assez peu d'options. Celle-ci n'en a quasiment aucune. En option, vous pouviez avoir les vitres électriques, et là, vous voyez qu'aujourd'hui, on a encore les vitres mécaniques. On avait également en option un toit ouvrant, donc là ce n'est pas présent. Et je crois également qu'on pouvait avoir une centralisation lorsqu'on fermait les portes avec la clé. De nouveau aujourd'hui ce n'est pas présent. Allez, nous sortons de l'agglomération, j'accélère un petit peu, voyons comment se comporte ce 1,6 litre. Les amis, c'est juste comme j'aime en fait. La sonorité et le comportement du moteur sont bien en adéquation. Quand on roule cool, la sonorité est intéressante, mélodieuse, mais pas trop forte. Et quand on monte dans les tours, la sonorité devient un petit peu plus sympa et un peu plus sport, mais elle reste néanmoins correcte. Ça casse pas les oreilles des gens. Et de nouveau, en termes de performance, ça peut faire sourire maintenant. On se dit 115 chevaux, c'est pas beaucoup pour une voiture. Je vais vous assurer qu'à l'époque, 115 chevaux pour 850 kg, c'était très bien et c'est toujours très bien. Bon, de nouveau les amis, si vous suivez régulièrement mes tests, vous reconnaissez les lieux. Nous sommes ici afin de tester l'accélération. Donc cette voiture est totalement d'origine, elle a donc son moteur qui développe 115 chevaux pour 850 kg, plus mes grosses fesses dedans bien sûr. Il n'y a bien sûr pas d'ABS, pas d'aide électronique, il n'y a rien de tout ça, c'est une voiture à l'ancienne. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est tout simplement accélérer et vérifier en combien de temps j'arrive à 100 km/h. Logiquement, ça devrait se faire assez rapidement. Il faut juste bien sûr que je sois raisonnable sur le départ pour pas faire patiner les pneus et surtout pour pas bousiller l'embrayage. Vous savez que de toute façon mes 0 à 100 ne sont jamais exactement au niveau de ce qui est annoncé par les marques, tout simplement parce que je préserve un peu la mécanique au moment du départ. Je bourrine pas.
Donc on est parti, je me mets en première, on a une boîte mécanique bien évidemment, à 5 rapports. Et voilà, allez, je vous ai tout dit. Et c'est parti. Ça patine un petit peu. On prend 7000 tours. Faut passer la 3 et 100. Je me suis fait avoir. J'ai cru pouvoir atteindre les 100 km/h en deuxième, mais non. Il faut impérativement passer la 3. Donc j'ai perdu un petit peu de temps. Donc c'est pas exubérant en termes de performance, mais ça marche quand même très très bien. Allez, on va faire un petit demi-tour, voir comment ça braque. C'est une voiture assez courte. Ouais, bah c'est tout à fait correct. Je peux le faire le demi-tour en une seule fois. Donc je me replace pour refaire une accélération. Est-ce que aussi j'aime mieux me concentrer sur la boîte de vitesse afin de pas me bouffer le rupteur en deux. Allez, c'est reparti. Première, on va refaire une accélération et ensuite je teste le freinage. C'est parti. De nouveau, ça patine un petit peu. Je passe mes vitesses à 7000. Et 100. Maintenant, je freine. Alors, les sensations sont vraiment à l'ancienne. La première phase de freinage, on met du poids sur la pédale et on sent qu'il ne se passe pas grand-chose. Et il faut vraiment insister, mettre son poids sur la pédale et au bout d'un moment, oui, ça freine. Mais de nouveau, c'est très 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 loin de ce qu'on a sur un véhicule moderne. Là, on sent bien que c'est une voiture de collection maintenant. Ça fonctionne néanmoins assez bien vu que la voiture est très légère. D'ailleurs, sur cette version 1,6 litre, il faut savoir qu'on a des disques à l'avant, mais on a encore des tambours à l'arrière. C'est difficile de vous les montrer parce que les jantes ne laissent qu'assez peu de visibilité sur les freins, mais on a bien donc des tambours à l'arrière sur cette version 1,6 litre. Et si je ne me trompe pas, seule la version 1,9 litre avait des disques à l'arrière. Un petit rond-point. Ouais, c'est bien marrant. Faut savoir également que le propriétaire, dans la rénovation du véhicule, a changé les suspensions. Si je me souviens bien, c'est des Bilstein qu'il a mis, ce qui fait que la voiture est 2 cm plus basse que d'origine. Et ça doit la rendre aussi un tout petit peu plus ferme. Pour l'instant, c'est pas choquant du tout, même en roulant normalement, c'est pas tape-cul. On verra ce que ça donne plus tard sur des dodanes. De nouveau, le moteur est quand même assez souple. Je peux très bien rouler à 50 en 5e. Je suis à 1800 tours. Et ça pose pas de problème. Je peux réaccélérer. Le moteur est très très souple. Donc ça s'utilise aussi bien pour faire l'imbécile que pour rouler tranquillement si nécessaire. Bon, on a déjà parlé un petit peu de l'intérieur tout à l'heure avec les sièges et les tapis qui sont, enfin les tapis et la moquette qui est rouge. Donc ça c'est très très joli. Maintenant, une autre particularité de cette GTI, c'est bien sûr le volant qui est dans un plastique et surtout on a le logo GTI en plein milieu. Le volant est plutôt joli et on voit bien en fait qu'il y a deux textures différentes. Le milieu est en plastique et le cerclage est lui dans un genre de cuir, c'est peut-être même du cuir. La prise en main est plutôt bonne et pour moi il est parfaitement bien positionné, on contrôle parfaitement bien la voiture. Après sur le reste de la finition du tableau de bord, quasiment tout est gris foncé et le propriétaire me disait que c'était très rare de trouver cette voiture avec encore tous les plastiques en bon état, que ça finissait par devenir cassant, que là c'est presque hallucinant que tout soit encore en bon état. Un petit détail de nouveau qui vous montre qu'on est sur une petite voiture. Moi je suis pas très grand, je mesure 1m70. Regardez, je peux toucher l'autre porte. Et ça c'est quelque chose que je peux faire quasiment que dans les K-cars d'habitude. La plupart des voitures modernes sont quand même bien plus grandes, bien plus larges. Là on est sur un format très compact, j'adore.
Bon, nous sommes toujours en centre-ville, donc je suis à très bas régime, je suis à 1500 tours, à 30 km/h en quatrième. Et ouais, 1500 tours, c'est à peu près le seuil de souplesse. Et même là, franchement, le moteur est encore très agréable, très réactif. Je suis halluciné par la plage d'utilisation de ce moteur, de quasiment 1300-1400 tours jusqu'à plus de 7000. Il fonctionne parfaitement bien. Et aussi, ce qui me surprend, c'est la boîte de vitesse. Le levier est assez joli, donc avec du rouge pour le côté sport. Mais à l'utilisation, il est plutôt agréable. Le débattement entre deux rapports est quand même un peu grand, c'est vrai. Mais franchement, les vitesses passent bien. Il n'y a pas de difficulté, c'est agréable. Alors ici, nous allons essayer de faire une relance. Là, je suis en troisième à 3000 tours. Je suis en forte pente, j'accélère fort. Et ça passe. On reprend de la vitesse efficacement. Après, c'est vrai que je sens bien que si on veut vraiment avoir de la puissance, bah, il faut aller taper un peu plus haut dans les tours. Le compte tour d'ailleurs au niveau du tableau de bord, il a une zone rouge en presque deux parties. Il y a une zone rouge-noire jusqu'à 7000 et c'est vraiment rouge après 7000. Alors nous arrivons sur un Dodane. Je suis à 30 km/h. Ouais, franchement, c'est le bon accord fermeté, confort. J'aime beaucoup ces suspensions, même si je vous le dis, elles ont été remplacées. La combinaison des suspensions et des sièges fait que personnellement je suis bien dans cette voiture. Je m'imagine faire des centaines, des milliers de kilomètres sans problème. Maintenant, nous arrivons dans une succession de virages. Voyons ce que ça donne si je monte un peu dans les tours. Ah, malheureusement, il y a du monde devant moi. Ouais, cette voiture a un comportement assez déstabilisant. Hein. C'est une traction, bien évidemment. Et quand on va vite, on a un peu de force à mettre sur le volant. Malheureusement, je me retrouve bloqué derrière les autres. Je ne peux pas l'exploiter à son plein potentiel. Et d'ailleurs, en ai-je réellement le niveau? Mais on a toujours l'impression que la voiture veut un peu pivoter sur elle-même toute seule. J'essaie de suivre les motos devant moi. J'ai l'impression d'aller au moins 15-20 km/h de plus que ma vitesse réelle. C'est super. Franchement, de nouveau, ça me fait penser au K-Car. On a une vitesse raisonnable et on a un plaisir délirant. Là, je me marre, j'ai jamais dépassé le 90. C'est trop bon. Le premier rond-point devient un jouet en fait. On se marre tout le temps avec cette voiture. Bon, par contre, je me doute que en roulant de manière un peu sport comme ça doit consommer un peu plus. J'ai d'ailleurs oublié de demander au propriétaire quelle était sa consommation moyenne. Donc si parmi vous, il y en a qui possèdent cette voiture ou qui l'ont testée pendant assez longtemps, n'hésitez pas à nous dire quelle était la consommation réelle pour vous de ce modèle en 1,6 litre. Alors, nous arrivons sur l'autoroute. Voyons comment cette voiture se comporte. Là, je suis en troisième. Il n'y a personne. Je m'engage. Prise d'info impeccable. Je passe la 4.
puis la 5. Donc avec cet échappement des villes, forcément, quand on roule assez vite en stabilisé, ça fait un peu de... comment dire, de résonance dans la caisse. Là on va dépasser. Donc je suis en 5, j'accélère à fond, je suis à 3000 tours. 80, 90, 100, 110, 120. Ouais, ça marche pas trop mal. On sent que c'est pas une voiture conçue pour des vitesses max extrêmes. Là, en 5e à 110, je suis déjà à presque 4000 tours. Et bien évidemment, hein, comme pour la plupart des voitures de cette époque, l'insonorisation n'est pas dingue non plus. Mais bon, c'est pas ce qu'on cherche quand on achète une voiture de ce genre. Par contre, il faut avouer que je suis toujours bluffé par le confort des sièges. Je pourrais rouler comme ça pendant vraiment des heures. Maintenant, pour revenir sur le style de cette voiture, la 205 a marqué son époque, hein, c'est une voiture qui s'est très très bien vendue et qui ensuite, son esthétique globale a été reprise chez Peugeot pour d'autres modèles, comme par exemple la 106 ou la 306 qui s'en inspirent un peu. À l'époque, on a encore bien sûr l'intégralité de l'éclairage qui est avec des ampoules halogènes, bien évidemment, les LED n'existaient pas. Et vous voyez donc que sur ce modèle, on a des longues portées à l'avant, jaunes, qui sont assez jolies. Après, pour l'instant, ce qui me bluffe le plus, hein, c'est vraiment la facilité d'usage de ce véhicule. Les performances sont très sympathiques, le comportement moteur, le comportement de la voiture, on s'amuse bien. Mais ce qui me bluffe le plus, c'est vraiment justement son côté polyvalent. Vous voulez rouler cool, c'est parfaitement faisable. C'est pas autant pousse au crime que ce que j'imaginais. Et d'ailleurs, si vous voulez utiliser cette voiture au quotidien, il y a quand même possibilité de le faire, même de mettre des adultes derrière. D'ailleurs, j'ai essayé de monter derrière. Je vous montre ce que j'ai filmé tout à l'heure. Les amis, me voilà à l'arrière de la 205 GTI. Donc je vais rabattre le siège. Déjà, vous voyez que la cinématique du siège est un peu inhabituelle. C'est pas le dossier qui se plie, c'est tout le siège qui bascule. Donc, je remets ça vers moi. J'ai suffisamment de place. J'ai de la place pour mes genoux. J'ai de la place pour la tête. À l'arrière, c'est une voiture ancienne, donc c'est quand même relativement avare en accessoires. On a juste de chaque côté un petit vide-poche et aussi un cendrier de chaque côté, car bien sûr, dans les années 80-90, même vos enfants fumaient. Et derrière, on a une poignée de maintien de chaque côté. Ça, c'est de nouveau appréciable. Je sais qu'il y a plein de voitures de la même époque qui n'en étaient pas équipées. Et sinon, c'est à peu près tout. Donc, c'est une voiture simple. Il n'y a même pas de range documents dans les sièges. Et par contre, vous voyez une particularité, les ceintures n'ont pas d'enrouleur. Elles sont fixes. Il faut les régler juste avec ce genre de truc. De nouveau, c'est assez surprenant de notre point de vue en 2025. Dernière chose, vous voyez que les vitres arrière s'entrebâillent. Elles ne peuvent pas vraiment s'ouvrir, mais on peut au moins les entrebâiller. Ça pareil, c'est quelque chose qui était fréquent dans les années 80-90 et qui à l'inverse est de plus en plus rare sur les véhicules modernes. Donc vous l'avez compris, vous pouvez vraiment facilement mettre des adultes derrière. Et en plus, au niveau des rangements, pour une voiture compacte, de nouveau, c'est vraiment pas mal. On a la possibilité déjà de mettre des choses dans le coffre est classique, et vous pouvez rabattre la banquette arrière en deux parties, ce qui nous fait un fond quasi plat, et là donc vous pouvez vraiment transporter pas mal de choses. Et si nécessaire, bien sûr, pour le quotidien, il y a également des rangements à l'intérieur. On a déjà de grands vide-poches dans chacune des portes. Ensuite, on a une boîte à gants tout à fait standard. Dans la console centrale, on a un cendrier, un petit rangement en dessous de l'autoradio, et vous avez un autre rangement du côté gauche. Et j'allais oublier, on a également
au milieu de la console centrale, ici, un rangement où on peut mettre des pièces, un monnayeur. Alors ici, nous allons faire une dernière accélération. J'accélère fort et je dépasse. Ouais, franchement les amis, quand nécessaire, ça marche. Ça marche vraiment bien. Faut juste pas hésiter, quand vous voulez vraiment des perfs, à monter dans les tours. Le moteur, comme je vous l'ai dit, il est très polyvalent. Vous pouvez l'utiliser à bas régime, il n'y a pas de problème. Mais les perfs ne sont que vers 6000 tours. Il faut vraiment aller les chercher. Et donc on a deux facettes sur ce véhicule. On peut l'utiliser au quotidien de manière calme, et on peut aussi aller le titiller, jouer un peu dans les tours. J'aime beaucoup. Pour conclure, moi qui n'étais jamais monté dans une 205, eh ben je comprends maintenant pourquoi ça a été très populaire, et ça peu importe la version. C'est un véhicule d'un gabarit contenu, facile à utiliser, agréable. Et dans cette version GTI, forcément aussi un peu perf et sport. Et je comprends maintenant que cette déclinaison GTI et aussi pas mal d'autres soit dans le, dans le monde Youngtimer, donc dans les collections récentes, assez recherchée, surtout en France. On est un peu chauvin, c'est une voiture qui a marqué son époque. Je comprends pourquoi ça vaut aussi cher. Car un modèle comme je vous présente aujourd'hui, donc en 1,6 litre, 115, en parfait état, avec, elle a combien ? Elle a 112 000 km, donc en plus elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Eh bien un modèle comme ça, si on le fait expertiser, ça vaut plus de 20 000 euros. Et sachez que les modèles 1,9 litre sont encore plus chers, et qu'il y a même des finitions rares qui, elles, sont totalement hors de prix. Et je ne vous parle même pas de la 205 T16, qui, elle, est carrément une voiture de rallye homologuée, qui maintenant a un tarif démentiel. Mais je comprends pourquoi. C'est encore utilisable à l'heure actuelle. On peut très bien mettre un peu d'argent et se prendre ce véhicule et l'utiliser pour se faire plaisir, et c'est pas un véhicule qui est contraignant, c'est agréable. Et voilà, le seul souci maintenant, c'est de maintenir ce genre de véhicule en bon état. Il semblerait qu'au niveau de la mécanique, il n'y ait pas réellement de problème. C'est réputé plutôt fiable et on trouve pas mal de pièces pour remettre tout ça en état. Par contre, là où ça devient plus compliqué, c'est quand ce sont des pièces de carrosserie ou de l'intérieur qu'il faut remettre en état. Là, forcément, c'est un peu cher parce qu'il y a quand même quelques reproductions de pièces, mais souvent, c'est pas donné. D'où la justification maintenant. Un modèle, comme je vous dis, en parfait état comme aujourd'hui, ça vaut dans les 20 000 euros. On en trouve à moins cher, bien sûr, mais le plus souvent, il y a des choses à faire dessus, et celles qui sont vraiment très peu chères, c'est un peu des ruines, hein. Il faut prévoir un budget énorme pour les remettre en état. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette 205 GTI 1,6 litre de 1990. Si vous avez des questions ou des infos complémentaires, je suppose que parmi vous, il doit y en avoir des dizaines, peut-être même des centaines, qui ont des choses à nous raconter, qui vous avez vécu, ou des anecdotes, ou n'importe quoi d'intéressant avec ce véhicule, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je répète pour les puristes qui auraient pris la vidéo en cours de route que je n'étais pas là pour vous faire un historique de la voiture. Moi, c'est une découverte. Je découvre donc cette 205 GTI plus de 30 ans après. Et quelle découverte, franchement, très 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 bonne surprise. Je tiens de nouveau à remercier mon abonné d'être venu jusqu'ici en Normandie afin que je puisse vous présenter cette voiture. C'était super sympa de sa part. Je reprécise également que sur ma chaîne, tous les tests, que ce soit moto, voiture, tout est fait en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo,
eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je le redis encore, je suis en Normandie, près de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, partagez la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou vérifiez que vous n'avez pas été désabonné. Ça arrive parfois, il semblerait. Je vous remercie de nouveau d'avoir partagé ces quelques instants avec moi sur l'intégralité de la vidéo. Je vous dis à bientôt et à tous. Ce qui peut également participer au prix de cette voiture, c'est qu'elle est dans une couleur assez rare, ce bleu clair très joli. Donc sachez que la couleur change également le prix de la voiture.